Écoutez, je suis le maire de Pau-d'Ensac et je suis à l'occasion aussi président de la communauté de communes. Et c'est dans le cadre effectivement de la communauté de communes que nous organisons effectivement cette manifestation ce soir, avec la venue du professeur Pomereau que je remercie, et la présence de Jocelyn Doré qui est vice-président chargé plus particulièrement du CISPD et de tout ce qui tourne effectivement autour de ces problèmes. Les problèmes que nous allons aborder ce soir, c'est des problèmes qui intéressent un petit peu tout le monde. Vous êtes parents, moi j'ai été parent effectivement, mais de mon côté les adolescents sont loin, mais je crois que c'est quelque chose qui effectivement touche tout le monde dans sa vie, et c'est important effectivement d'aborder ces sujets et de savoir un petit peu, d'essayer de comprendre, d'essayer de décrypter ce qui peut se passer dans un environnement qui aujourd'hui est assez complexe, et donc on a besoin aussi d'avoir quelques outils qui peuvent nous permettre à un moment donné d'interagir de telle manière à faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Pour certains, il n'y a pas de problème, pour d'autres, il y en a beaucoup plus. Mais enfin, on va décrypter un petit peu tout ça. Soyez remerciés, effectivement. C'est vrai que c'est un vrai plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous. Donc, cette réunion rentre dans le cadre, effectivement, de l'activité du CISPD que le président m'a confié. Donc, on a la phase d'action et puis on a la phase de prévention, c'est-à-dire trouver ces groupes de parole, et notamment qui s'adressent en particulier aux adolescents, puisque c'est notre point cible, les adolescents. Et on sait, docteur, que vous êtes une sommité nationale, pour ne pas dire au-delà, par rapport à toutes les problématiques qui sont liées à l'adolescence. Et Dieu sait que c'est un moment exaltant, mais aussi ça peut être un moment de souffrance et de grande douleur. Et donc, il était peut-être... Et les parents sont un peu désemparés, il faut dire, par rapport à ça. Et donc, ils ont besoin aussi d'avoir parfois des éclairages ou une compréhension qui permettent de mieux aborder leurs adolescents. Alors, quand on aborde le sujet, et je crois que le titre que vous avez donné à ma conférence l'exprime bien, il faut en effet essayer toujours de faire la part des choses entre ce qu'on appellerait la crise d'adolescence, qui serait finalement assez banale et plutôt générale à la plupart des ados, et puis l'adolescence en crise, qui signifierait, elle, au contraire, qu'il y aurait des soucis plus spécifiques, voire des problèmes très importants. Et c'est ce que je vais essayer ce soir de dégager, de vous montrer comment on peut prendre en compte la crise d'adolescence et donner des réponses adaptées à ça, et reconnaître à temps l'adolescence en crise avant que ça dégénère et que ça parte, comme disent les jeunes, en live. C'est-à-dire qu'on est à ce moment-là des adolescents en vrille qui vont se mettre en danger et poser un certain nombre de problèmes. Mais comme toujours, pour comprendre les problèmes, il ne faut jamais se précipiter sur le problème. Il faut toujours commencer par essayer de voir dans quel contexte on se trouve, parce que si on ne fait pas cet effort de zoom arrière, on se précipite le nez sur le problème et on ne va rien pouvoir trouver comme solution. On va dire, il n'arrête pas de boire tous les week-ends, et on le retrouve la tête dans le fossé ou la tête dans son vomi, qu'est-ce qu'il faut faire? Posé comme ça, on ne va pas tellement trouver de bonnes solutions. Il faut essayer donc d'abord de voir quel est le contexte. Et le contexte, c'est que nous sommes en train là, ce soir de parler de nos adolescents, pas des adolescents de la planète Terre, qui connaissent des tas d'autres problèmes, la guerre, la famine, les catastrophes naturelles, etc. Là, nos adolescents sont des adolescents qui évoluent dans une société de consommation. Et ça, c'est le premier mot-clé que je veux absolument que vous ayez en tête. Pour moi, le mot consommation, c'est presque un gros mot. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'acte de boire et de manger, on a bien tous conscience de ça, c'est des actes évidemment par lesquels on vit. L'un ne peut pas vivre sans boire, sans manger. On survit grâce à ça, mais bien au-delà
de cette réalité physiologique, boire et manger ont des fonctions socio-culturelles majeures chez les humains, puisqu'il n'y a pas de petites ou de grandes affaires, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles, qui ne se règlent pas, qui ne se négocient pas autour de quelque chose à boire et à manger. Donc, le boire et le manger, c'est des actes de partage, d'échange, de convivialité entre humains. Et ça, c'est pas du tout. On ne devrait pas confondre boire et manger et consommer. Consommer, c'est avaler, ingurgiter, absorber quelque chose. Ça peut être des liquides ou de la nourriture, sans forcément envie, sans forcément besoin, et surtout sans limite. Et c'est ça le souci. C'est-à-dire que, si vous voulez, boire et manger, quand on n'a plus faim, quand on n'a plus soif, on s'arrête. Consommer, tant qu'on propose, on prend. Et quand on en a assez de prendre, on jette. Et ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène, si vous voulez, on n'en a pas toujours conscience, qui marque les esprits et qui touche beaucoup les enfants et les adolescents dans l'éducation qu'on leur donne, ils ne s'en rendent pas compte, que le cycle prendre et jeter, c'est une sorte de spirale infernale qui va se retrouver dans bien d'autres domaines que simplement absorber des boissons ou absorber de la nourriture. On va absorber, avaler, ingurgiter aussi des idées, des images, des films, des données, tout ce qu'on veut. Donc, on va avaler, ingurgiter au sens propre des choses ou au sens figuré des images, des représentations. Et le problème, eh bien, c'est que, et voyez comme les mots parlent d'eux-mêmes, prendre et jeter, ça oublie parfois digérer. Et donc, si on prend des choses, par exemple, on prend des cours de maths, et puis on les recrache sans avoir pu les comprendre, parce qu'on n'a plus envie de les prendre, eh bien, ça fait perdre l'étape intermédiaire la plus importante, c'est-à-dire digérer le cours. Or, beaucoup de nos ados ont des comportements de surgistes. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il y a d'autres propriétés qui contribuent, une autre chose qui contribue à faire ça, à prendre et à jeter, c'est, on va en parler dans un instant, la révolution numérique où on prend, on jette, on zappe, et tout ça, c'est les mêmes phénomènes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de tirer profit, donc de digérer les choses pour en tirer profit. Et ça s'accompagne d'images qui sont très négatives, on n'en a pas toujours conscience. Alors je ne vais pas faire le procès ce soir des McDo ou des Burger King ou ce genre de choses, mais enfin, je voudrais quand même vous rappeler une réalité. Ce sont des dinettes pour ados. C'est mieux, puisque les serveurs sont des ados, en général, qui servent qui? Des ados. Les ados parlent aux ados. Alors jusque-là, on pourrait trouver ça assez sympathique, parce que c'est, en effet, en général, avec les premiers sous d'argent de poche, le jeune qui veut inviter sa copine va l'inviter au McDo. Ça va être l'équivalent du restaurant pour les plus grands. Bon, tout ça, c'est très sympa. Sauf que se passe-t-il dans un McDo ou équivalent le soir? Il se passe que le manager demande aux employés, aux jeunes, de jeter les viandes et les pains qui n'ont pas été consommés dans la journée pour une question d'hygiène, pour respecter les circuits d'hygiène que connaissent bien nos élus, de les mettre donc à la poubelle, mais le manager ajoute, vous répandez dessus cette gelée bleue, qui est une sorte de dentifrice,
qu'il faut répandre sur la viande et sur le pain jeté pour les rendre impropres à la consommation. Chers amis, une société qui se permet de jeter le pain et la viande sans le donner à ceux qui pourraient en avoir besoin, y compris les employés d'ailleurs. Pourquoi il ne repartira pas avec un sac, avec la viande et le pain qui n'a pas été utilisé? Voyez-vous, une société qui s'amuse à jeter le pain et la viande, c'est une société qui est assez malade et qui offre à nos jeunes surtout un modèle extrêmement détestable. Voyez-vous, c'est-à-dire on s'en fiche, quoi. On prend un hamburger, on le mange, on le finit. On en a, pour le même prix, on en a un deuxième. On le commence et on le jette. Et sans jamais se poser la question de savoir si là, il y a quelque chose qui se passe. Un acte presque antisocial, si vous voulez. Jeter le pain et la viande qui sont à la base des échanges interhumains, c'est quelque chose de... Donc voyez-vous, se prendre et se jeter, il faut que vous l'ayez en tête, c'est quelque chose qui, d'après moi, pollue beaucoup la tête de nos ados, qui sont des consommateurs de la première heure, et qui sont consommateurs de la première heure à cause de nous, parce que nous sommes aussi dans une société où on choisit de faire des enfants, de les avoir pour la plupart, on estime que c'est le moment venu. Alors vous savez qu'en général, en ce moment, les jeunes femmes, les couples, c'est vers 28 ans, vers 27, 28, 30 ans, qu'ils se sentent suffisamment stables pour pouvoir avoir des enfants. Donc ils ont des enfants, peu d'enfants, comme vous le savez, dans nos sociétés. Et du coup, on a évidemment tous énormément envie de bien les soigner, de bien les envelopper, de bien les coucouner. Et c'est le cas. Seulement, voilà, ça c'est le deuxième paramètre très important, c'est que les enfants battus, dans notre société d'aujourd'hui, c'est majoritairement battus par trop d'amour. Je me permets de vous dire ça, mais mettez-le entre guillemets, ils sont battus de trop d'amour. Ils sont tellement enveloppés, coucounés, protégés, emmitouflés, cagoulés, partout. Cet été, sur une plage du bassin d'Arcachon, j'étais à côté d'un couple de trentenaires qui avait un petit galopin de 3 ou 4 ans. Il était habillé en cosmonaute. Il avait les lunettes de cosmonaute, la combinaison intégrale pour ne pas attraper le soleil. Et je me suis dit, ce pauvre gamin, le jour où il va s'exposer pour de vrai, si vous voulez, naturellement au soleil, il va brûler. Donc, on les emmitoufle, on leur met de la moquette, on leur met du soft, on leur achète des doudous avant même qu'ils arrivent, toute la chambre garnie. Vous voyez, c'est le panier garni. Avant même qu'ils arrivent au monde, on les place comme un bijou dans un écrin au milieu de tout ça, et ils consomment. À partir de là, ils consomment. Et alors là, il y a une catégorie de personnes que je vais un petit peu maltraiter ce soir. C'est les mamies. Parce que les mamies sont généreuses et représentent souvent le pouvoir d'achat. Plus que les mamans. Alors que maman a un Nokia diesel avec l'écran fendu, mais il marche encore très bien, lui, comme téléphone, mamie achète un iPhone 7 à sa petite fille ou à son petit-fils à 720 €. Vous voyez. Au-delà de ça, dès le début, des tablettes numériques, l'enfant mange pas sa bouillie sans regarder des petits personnages sur la tablette, etc. Donc, il faut que vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça. Il faut savoir qu'ils sont donc coucounés, mais sans doute à l'excès, si bien que quand ils vont grandir,
ils ne vont avoir de cesse que de sortir de cette gangue de l'amour, avec plus ou moins de réussite. Et je vais vous en donner un premier signal, puisqu'il y a des parents, ce soir, d'enfants de 6, 7 ou 8 ans. Alors, demain matin, vous allez faire le test de la biscotte. Alors, le test de la biscotte consiste à proposer à son enfant de prendre le petit déjeuner avec lui ou avec elle. Prévoyez des biscottes. Et vous avez l'enfant qui est en face avec son bol, en face de vous, vous avez le vôtre, et vous allez, pendant le petit déjeuner, sans rien dire, mâchouiller la biscotte. Si l'enfant ne lève pas le nez de son bol, c'est qu'il est encore enfant, profitez-en. Il n'est pas biscotte positive. Si jamais il vous fusille du regard en vous disant « arrête avec tes bruits », il est devenu biscotte positive. C'est-à-dire intolérant au bruit de l'intimité des parents. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que tout se passe comme si vous voulez, cet excès d'amour et de câlin, et de doudou, et de soft, y compris de Microsoft, hein, vous avez bien compris, avec lesquels on les a emmitouflés, ça devenait, à un moment donné, irrespirable, asphyxiant, et pour s'en dégager, ils sont amenés à ce moment-là à prendre leur distance. Et l'un des premiers signes par lesquels ils prennent leur distance, c'est quand ils vous disent « arrête avec tes mots ». Alors l'autre truc, c'est, alors là, mais ça c'est encore plus méchant, vous vous mettez dans le canapé du salon, quand ils regardent la télé, vous venez avec une pomme à côté, et ça ne passe pas. Hein. Donc, dès qu'ils vont devenir biscottes positives, ils vont devenir intolérants à un certain nombre d'effets de rapprochés, et plus ils vont grandir, plus ils vont arriver vers l'adolescence, c'est-à-dire vers la puberté, plus ça va se manifester. Alors, ils vont plus vouloir marcher à côté des parents dans la rue, ils vont marcher derrière ou devant, ils vont toujours rester dehors, ils ne veulent plus qu'on les prenne en photo en famille, etc., ou ils font des grimaces, ou ils se cachent, enfin, vous avez vu tout ça. Ils vont, y compris, le manifester de manière de plus en plus agressive, ce qui va de moins en moins bien passer. Quand la maman de Thomas, 12 ans, veut lui faire un petit bisou dans le cou avant qu'il parte à l'école, elle est pleine d'amour. On ne va pas l'attaquer là-dessus. Sauf que Thomas, quand elle va lui faire le petit bisou, bonne journée, mon chéri. L'autre. Tu me mouilles avec ta salive. C'est pas très sympa. Et donc, il va y avoir de plus en plus qu'on arrive vers l'adolescence, si vous voulez, de manifestations de cet ordre, qui sont des micro-événements du quotidien, mais qui, additionnés les uns aux autres, finissent par devenir extrêmement agaçants et ennuyeux. Pourquoi ? Parce que quand on devient parent d'ado, commence aussi à s'observer sur soi-même les premiers signes de son vieillissement. Et on a, à ce moment-là, on aurait envie d'être rassuré, d'être soi-même un peu câliné, finalement, par son enfant, qui comprendrait, qui serait gentil avec son papa, avec sa maman, etc. Sauf que le temps de l'adolescence, aujourd'hui, passe obligatoirement par, alors on va l'appeler la crise d'adolescence, par ce moment de prise de distance, qui va essentiellement s'observer par, en effet, des écarts de conduite, des écarts dans la manière d'être, pas tout le temps avec les parents, et qui va très souvent, si vous voulez, s'accompagner d'exagération d'actes de lenteur pour s'opposer aux souhaits des adultes. Donc, par exemple, la posture
du phoque échoué sur la banquise du salon, c'est un must. Pas les lacets noués, c'en est un autre. Plus on est défait et lent et oui, tu feras ta chambre. Oui. Plus c'est lent et désinvolte, plus c'est une prise de distance par rapport à l'envie de rapidité, d'immédiateté des parents, et plus, bien sûr, ça marche parce que ça agace énormément les parents. Et l'un des buts, c'est aussi que ça agace. C'est-à-dire que le fait est, si vous voulez, qu'il ne peut pas y avoir, et ça, vous arriviez à vous en convaincre, les parents copains de leurs ados, c'est un leurre. Ça finira toujours par plus du tout marcher parce que il y aura un moment où l'ado, quand il aura le sentiment que vraiment ses parents continuent à le coller, s'évertuera à se décoller de manière éventuellement beaucoup plus brutale. Alors là, les papas qui font les beaux avec les jeunes filles, et genre, je vais terminer au collège, ma chérie, et en voiture, qui voudrait la faire descendre juste devant le collège pour saluer ses copines, etc. Zéro, hein. Ça, c'est pas le bon plan, hein. Les mamans qui veulent faire jeune comme leur fille, regarde ma chérie, je mets le même slim que toi, etc. Et là, elles se prennent, alors ces pauvres mamans, elles s'en prennent. Voilà. Mon copain Jonathan a dit que, vu de derrière, ok, tu fais assez jeune, mais vu de devant, cisaillé, hein. Pour le coup, habillé pour l'hiver. Hein. Et alors ça, voyez-vous, il faut que vous l'ayez vraiment en tête. Ça ne se peut pas que l'ado soit tout le temps d'accord avec ses parents. Il ne peut pas, il peut pas. Il est obligé de contester, il est obligé de les critiquer, il est obligé de dire qu'ils ne sont pas bien, et tout le monde y passe, et moi j'y suis passé, comme les autres. Hein. Ça n'épargne pas les psychiatres pour ados. Hein. Moi, quand j'ai écrit « Quand l'adolescent va mal », un livre qui a eu un certain succès, mes 2 filles adolescentes avaient des copines qui voulaient que je dédicace les livres. Je n'ai jamais vu l'ombre d'un seul de ces livres. Car, je l'ai appris plus tard, mes filles dédicaçaient les livres à ma place en mettant « Il n'y connaît rien aux ados », signé ses filles. C'est comme ça. Donc, personne n'échappe à ça. Et donc, il faut arriver à supporter un moment un peu compliqué, qui dure actuellement dans notre société environ 5 ans. La crise d'adolescence et ses manifestations plus ou moins explosives durent à peu près 5 ans. Si les parents arrivent à accepter que, en effet, il faut éviter les effets de rapprochés. Les pères qui font les malins avec un verre de trop à table le soir à leur fille, « Oh, mais tu as les seins qui pointent maintenant. » Alors ça, 0. Vous voyez ? Ça, c'est un effet de rapproché, pour vous donner un exemple. Les câlins ambigus, les mamans qui disent bah, tiens, viens te réfugier avec moi, c'est l'orage, cette nuit, j'ai peur toute seule, viens dans mon lit, etc. Tout ça, si vous voulez, tous ces effets de rapproché sont dans notre société vécus, alors je vais vous dire un gros mot psy, sont vécus comme des choses presque incestuelles. Vous voyez ? C'est insupportable. L'ado n'en a pas conscience complètement, mais c'est insupportable. Quand on le serre trop, observez ça, une ado de 14 ans, vous voulez lui faire un câlin, si vous lui faites un câlin vite fait, ça va. Si vous commencez à la prendre dans les bras, c'est comme un chat qui va se rebiffer, parce que c'est insupportable. Donc les parents doivent absolument comprendre que les effets de rapproché, c'est des choses qui sont compliquées. Et il faut qu'ils arrivent aussi à comprendre une autre règle que je vais vous donner tout de suite, c'est que ce qu'on ne peut pas obtenir directement entre parents et enfants,
théoricien en déplaçant le problème avec un autre adulte. C'est-à-dire que, par exemple, on devrait davantage échanger les enfants, lors notamment des vacances scolaires. Prenons l'exemple de Jonathan. Jonathan, son oncle est à Marseille. Pendant les vacances de Noël, envoyer Jonathan chez son oncle à Marseille est une très bonne opération. Jonathan a 15 ans, il a une petite sœur de 12 ans. À la maison, il ne fait jamais rien, il ne débarrasse pas, c'est la petite sœur qui se tape tout, parce que c'est une fille. Il dit non, moi je ne me débarrasse pas, vous voyez le genre. Il est là, lui non, touche à rien, etc. Et donc, il est réputé chez lui être un ado qui, vraiment, n'est pas très sympa. Il va chez son oncle à Marseille. Maman appelle au bout d'une semaine son frère un peu anxieuse. Alors, avec Jonathan, réponse du frère, Jonathan est un garçon formidable. Imaginez, quoi. Ah oui? Mais comment ça? Dans quel sens? Il est formidable. Il passe l'aspirateur entre les plats. Il trouve que la machine à laver la vaisselle, c'est vraiment trop. Lui, il préfère laver à la main. Il en rajoute, si vous voulez, dans le service, dans la sympathie, dans l'échange, parce qu'il n'a pas affaire à ses parents. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et c'est un enjeu, justement, dans la tête de nos élus, que de savoir que tout dispositif qui offrira des possibilités éducatives, qu'elles soient sportives, culturelles, artistiques, quel que soit le support, la médiation, et qui offrira la possibilité de rencontre avec d'autres adultes que les parents, sera bénéfique parce que les ados acceptent ça, et même sont demandeurs de ça. On croit qu'ils ne veulent pas, ils veulent bien. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est faire du canoë avec papa. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est avoir une activité toujours avec le parent, parce que, encore une fois, c'est ce qui sécrète toujours l'effet de rapprochement. Le troisième point, qui évidemment est très important à prendre en compte et pour mieux percevoir ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas seulement dans une société de consommation, mais dans une société qui choisit de faire ses bébés et de donner beaucoup d'amour à ses enfants, on est aussi dans une société marquée par la révolution numérique. Et cette révolution numérique qui n'est pas elle est en cours, on est en train d'assister en ce moment à l'agonie des écrans. Je ne sais pas dans combien de temps, mais enfin, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, il n'y aura plus d'écran. Les objets apparaîtront dans l'espace, on les fera bouger comme ça, avec les mains ou avec les yeux, je ne sais pas comment. Mais on voit bien que c'est loin d'être bien. Alors cette révolution numérique, premier constat, c'est vrai que c'est un pas de géant dans l'humanité, qui est au moins aussi important que l'invention de la roue, que l'invention de la poulie, que l'invention de la poudre à canon, que celle du papier ou l'équivalent, que celle de la machine à vapeur, de l'électricité et de tous ses dérivés. Ça, c'est sûr que c'est au moins aussi important en termes de saut de technologie. Mais, à la différence de toutes ces autres grandes inventions, la révolution numérique comporte quelque chose d'extrêmement subversif qui nous bouleverse dans nos relations avec les ados. C'est qu'à la différence de la roue, de la poulie, de la machine à vapeur, etc., où les anciens en savent plus que les nouveaux, où les maîtres adultes en savent plus que les apprentis jeunes, la révolution numérique a ceci de subversif, c'est que c'est les jeunes qui en savent plus que les adultes. Ah! Alors ça ne va pas. C'est-à-dire que ça bouleverse, si vous voulez, ça bouleverse
l'acte éducatif. Alors, prenons l'exemple de... alors, on va prendre un prénom de garçon. Donnez-moi un prénom de garçon. Kevin. Alors, Kevin vit seul avec sa mère, qui est divorcée. Aujourd'hui, un couple sur deux divorce ou se sépare. Donc elle est en situation monoparentale, et 80% des situations monoparentales, c'est la maman qui est avec les enfants. Donc là, Kevin vit avec sa mère, fils unique. On est samedi après-midi, il est 16h. Que fait Kevin? Il est dans sa chambre, avec son ordi, en train de jouer à Call of Duty, un jeu vidéo. Que fait maman? Eh bien, maman, qui a l'habitude de faire 2 fois du jogging dans la semaine avec sa copine Corinne, s'est fait un petit peu ramasser par Corinne, qui lui a dit « Enfin, pauvre chéri, tu cours, mais t'as même pas de baladeur pour écouter de la musique pendant que tu cours, donc tu ressembles à rien. » Donc, il dit « Bon, je vais aller à la FNAC pour faire l'équivalent, chez Boulanger, et je vais aller m'acheter un truc. » Elle l'a fait samedi matin, et donc à 16h, samedi après-midi, qu'est-elle en train de faire? Elle s'est acheté un baladeur avec des écouteurs, elle est assise en tailleur sur le tapis du salon, et elle dépiote le paquet, et elle est en train de déployer un accordéon de papier écrit en 27 langues, dont la première est le coréen, écrit en tout petit, avec des petits schémas minuscules, alors que c'est une maman d'adolescent, et que même si elle le conteste en disant « Non, non, je ne porte pas de lunettes, j'ai pas besoin de lunettes », elle commence à avoir du mal à accommoder, si vous voulez. Donc elle est là en train de batailler avec le mode d'emploi, parce qu'elle ne sait pas comment elle va faire marcher ce truc. Là-dessus, Kevin a soif. Donc il arrête son jeu, et la trajectoire pour aller à la cuisine pour chercher du coca passe par le salon. Il trouve sa mère. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» L'autre. Rien, rien, rien. Comme une petite fille. Vous voyez, on a inversé complètement le truc. C'est elle, la petite. Allez, feu voir, feu voir. Et hop, il prend l'appareil, le voilà, il manipule le truc, du coup, il lui rapporte, ça y est, il lui met, alors, en plus, il l'enfonce, il lui met le fuseau horaire de Madrid, complètement marié. Et elle se relève, et en plus, il faut qu'elle lui parle comme ça, parce qu'il est plus grand qu'elle. Puisqu'aujourd'hui, les petits qui sont tellement bien nourris, les mamans tellement été abonnées à Enfants Magazine, elles ont tout bien suivi, elles ont mangé des protéines pendant la grossesse, elles ont des fruits, 5 légumes, etc. Informidable quand même. Hein. Elles font des enfants très jolis, très beaux. Petite parenthèse, hein, ils sont très, très beaux les enfants. Hein. Ils sont très corrigés, très vite. Ils sont ravis d'arriver avec une grille en fer forgé dans la bouche. On aurait envie de leur dire un peu au chéri, mais tu vas... Oh là là, mais dis donc, ça te gêne pas. Non. Pour combien de temps tu l'as, le truc? 3 ans. Mais ça va être supportable. Pour manger les carottes râpées? Oui. Corriger au niveau des dents, corriger au niveau des dos, orthodontiste, ortho-ci, ortho-là, ortho-machin. Ils sont très beaux, très grands, et font une pointure de chaussures de plus que la génération précédente. Minimum 44 chez les garçons, 39 chez les filles. Et du coup, autre petit problème éducatif, l'air de rien, c'est que les parents parlent comme ça. Oui, ne rentre pas trop tard. Donc ça, c'est un souci. Alors, révolution, donc, révolution numérique qui pose un problème, ce problème éducatif, qui pose beaucoup de soucis aux enseignants, qui d'ailleurs croient à tort que Google va bientôt les remplacer, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais enfin, eux peuvent avoir cette crainte-là, parce qu'ils confondent l'usage de la pioche numérique, dans lesquelles les ados sont
très 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 fort, et le fait que, un peu comme la pêche à la ligne, si on jette sa ligne n'importe où, on ramasse du pneu, hein, pas forcément des poissons. Et que donc, dans l'océan numérique, si on ne sait pas quoi chercher et où le trouver, ben on ramasse n'importe quoi. Un exemple que je donne souvent aux profs de français, je leur dis, donnez comme devoir à vos élèves, quelle différence au pluriel y a-t-il entre l'amour avec un grand A et l'amitié? C'est un bon sujet, c'est intéressant comme sujet. Si l'ado part avec les mots-clés amour et amitié dans Google, il va tomber sur des sites de rencontres. Hein. Mais il ne va pas avoir une dissertation qui traite le sujet de la sexualité, ben oui et non, ceci, cela, dans l'amour, dans l'amitié, il y a ceci de différent, il y a ceci de commun, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur du numérique, mais il faut avoir en tête que nos enfants, les ados, ont besoin impérativement d'échanges avec les adultes, mais pas leurs parents, d'autres adultes. Les parents qui croient qu'en devenant amis sur Facebook avec leurs ados, ils vont pouvoir savoir, alors là je vais en décevoir certains, ils ne savent pas qu'il y a la vraie page et la fausse page. Il y a la page officielle pour les parents. Alors on peut savoir que c'est une fausse page quand même, parce que c'est un peu exagéré. Kevin, je voulais te demander, on a bien cours de maths demain? Ça, sur la page Facebook, vous voyez, c'est moyen, hein, comme demande. Ça serait plutôt, faut amener de la vodka ou on aura des mojitos? Ça serait plus ça, la tonalité des échanges. Hein. Donc, ils sont sur 3 réseaux sociaux. Ils restent sur Facebook, qu'ils utilisent un peu, si vous voulez, comme une page de CV. C'est leur curriculum vitae. Pour savoir un peu qui est l'autre, page Facebook. Mais ils sont majoritairement sur Snapchat et Instagram, dans des échanges permanents autour de l'image. Ils sont enfants de l'image, ils se produisent en image tout le temps, à tous les niveaux, ils sont audiovisuels, mais plus visuels qu'audio, ne cessent de se produire et se produisent avec, en effet, l'envie de tout le temps faire des écarts de conduite par rapport aux autres. Écart dans la manière de parler, écart dans les sujets abordés, écart dans la manière de consommer, et le fait est que dans une société de consommation qui a énormément perdu de rites de passage, eh bien les rites de passage des années collège sont tous des rites de consommation. On a parlé du McDo tout à l'heure, c'est le début, mais très vite après, il y a la cigarette, l'alcool, le cannabis et éventuellement d'autres choses. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en rapport, en relation avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le prendre et le jeter, sur le fait qu'on peut zapper, que hyper connectés, eux, ils ont toujours envie que ça ne rame pas, il faut que toujours ça s'ouvre, les fenêtres, ils ouvrent un truc, il faut que ça s'ouvre, ils sont dans l'immédiateté, ils veulent tout de suite, résultat immédiat, jamais de délai, d'attente. Ils sont dans une position telle, si vous voulez, qu'ils ont inventé de nouveaux rites de passage qui sont notamment des rites qui posent problème. Alors, quelles sont les bases de ces rites? Du lundi au jeudi, pour les ados standards, c'est la période prise de tête. Pourquoi prise de tête? Parce qu'ils vont à l'école, parce qu'ils ont des devoirs à faire, parce qu'ils ont la pression scolaire, les exigences des résultats. Là, évidemment, un certain nombre de parents ne se rendent pas toujours compte qu'à force d'insister toujours sur les résultats, ils donnent l'impression à leur ado que c'est qui compte. Il y a la pression de l'ambiance familiale, de l'ambiance parentale, des relations avec la fratrie. Donc, du lundi au jeudi, période prise de tête.
comment faire pour que la fin de semaine soit autrement? Eh bien, c'est passé en mode lâchage. C'est passé de la prise de tête au mode lâchage dès le jeudi soir pour les plus âgés et à partir du vendredi soir et du samedi soir pour les plus jeunes. Et le lâchage, c'est quoi? C'est obtenir le plus rapidement possible un état de désinhibition, de détente, de lâchage, pour ne plus être pris par les exigences scolaires, familiales, professionnelles, sociales, etc. Ça donne quoi en pratique? Ça donne une nouveauté qui s'appelle le binge drinking. Binge, en anglais, ça veut dire débauche, bamboche, excès très important. Binge drinking, c'est boire beaucoup d'alcool en un minimum de temps pour obtenir un maximum d'effets le plus vite possible. Le but, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent en général de la bière, qui constitue la première couche, et par-dessus la bière, ils rajoutent des alcools forts, au premier rang desquels figure le vodka, suivi par le rhum. Pourquoi ces alcools forts-là? Parce que la vodka et l'alcool blanc, qui peut se cacher dans une bouteille d'eau, et donc traverser les contrôles dans les festivals, etc., et qui surtout rend ivre en 13 minutes chrono. On ne peut pas être plus ivre plus vite avec un autre alcool qu'avec un vodka. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont été en Russie, moi ça m'est déjà arrivé de voir des choses vraisemblables. On est dans un café en Russie, le temps de boire le café au comptoir, il y a un type à côté, on entend boum, le type est tombé face contre terre, il est tiré par les pieds dehors et il va se réveiller dans la neige. Non, il faut le voir pour le croire, si vous voulez. Donc, il s'enivre pour se lâcher. Et vous voyez bien que s'il y a ce besoin de lâchage, c'est que quelque part on les contient trop avant. Sinon, ils ne seraient pas obligés de faire des trucs comme ça. Donc là, il y a un vrai problème sociétal qui est que, sans nous en rendre compte, à force de les avoir coucounés, emmitouflés, cagoulés, mis des moufles, etc., quand ils étaient petits, puis surprotégés après en leur interdisant de courir quand il y a des gravillons, pas construire de cabanes dans les arbres parce qu'ils vont se faire mal, pas faire ci, pas faire ça, surprotégés, sans jamais se confronter au moindre risque. Tout doit être tout en garantie. Quoi? Tu veux faire du cadeau? Non, n'importe quoi, pas question. Ne parle pas à un adulte dans la rue que tu connais pas, c'est pas pédophile. Non, mais vous voyez le genre. C'est-à-dire, cet excès de protection, eh bien, aboutit quand même à un constat, c'est que dès qu'ils ont la possibilité de s'échapper, ils exagèrent dans le lâchage. Et le problème, c'est que la première cause d'accident de mort, c'est les accidents de la route. Et dans les accidents de la route, un certain nombre sont liés à ces débauches alcoolisées qui font que c'est n'importe quoi. Regardez comment on passe de la prévention à la catastrophe. Ils font une fête dans un appartement, au 3e étage. Comme ils vont fumer des cigarettes et qu'ils ne veulent pas que les parents le sachent, ils ont ouvert la baie vitrée. Et ils vont fumer sur le balcon. Quand les garçons, en particulier, vont être complètement ivres vers 1h du matin environ, il y en a qui vont les faire les malins pour faire les funambules et marcher sur le rebord du balcon. Et chaque week-end, il y en a qui tombent. Voyez-vous ? Et donc, on appelle ça pudiquement accident domestique. En réalité, ce sont des accidents qui sont liés à ces débauches alcoolisées. Il faut avoir en tête, je ne vais pas me faire de copains chez les ados.
chez les moins de 18 ans. Les parents qui laissent leur appartement ou leur maison à leur ado pour qu'il fasse une fête, sans qu'il y ait aucun adulte qui veille au grain, sont des parents complètement à l'ouest. Il ne faut pas faire ça. Une fête privée adolescente comporte environ 12 à 15 jeunes gens qui vont tous emmener de l'alcool, du cannabis, éventuellement d'autres trucs. Et il faut que vous sachiez à quoi ça ressemble à 1h du matin. À 1h du matin, vous avez Barthélemy qui est dans la baignoire en train de vomir. Vous avez Romain qui a la tête dans la cuvette des cabinets avec Astrid qui lui tire la chasse régulièrement pour lui nettoyer les cheveux. Et le troisième est une troisième, Ève, est dans le lit des parents où elle vient de rendre un joli vomi orange puisqu'elle a mangé une pizza avant. Cet excès dans la restitution et sous la forme que ça prend, c'est-à-dire les vomissements, viennent bien dire quelque chose de l'ordre de vous nous tenez trop, et puis après vous nous tenez plus, voilà, nous on vous rend tout ça, on vous le restitue. Il n'y a jamais eu autant de vomissements aujourd'hui que chez les ados. Vomissements dans les fêtes alcoolisées et cannabisées, vomissements dans les gastro réels qu'ils contractent parce que peut-être ils ont été trop pasteurisés, trop protégés par le moindre microbe, le moindre Escherichia coli qui se pose sur le kebab, si vous voulez, flat, ils partent en gastro. Ils souffrent de gastro-psychique. Est-ce que vous savez ce que c'est que la gastropsychique? La gastropsychique, donnez-moi un prénom de fille. Sarah. Alors Sarah a les cheveux longs. On est mardi matin et elle doit se lisser les cheveux. Avec le lisseur plaque céramique, petite parenthèse, offerte par mamie. Toujours. Et elle est en train de se lisser les cheveux et sa mère qui... elle aussi seule avec sa mère qui sait qu'il faut absolument qu'elle mange son bol de céréales avant d'aller à l'école. La houspille fait le siège de la salle de bain en disant « Dépêche-toi Sarah, tu te rends compte, moi aussi je dois me préparer pour aller bosser, etc. » Bon, elle se prennent un peu la tête à ce sujet. Puis Sarah finit par sortir, il lui a fallu quand même 3 quarts d'heure pour se lisser les cheveux, 1 quart d'heure pour se faire les yeux de Cléopâtre, soit 1 heure de préparatif quand même. Le matin, pour aller à l'école. Et pour aller à l'école, il faut qu'elle attrape son bus. Elle est poursuivie par sa mère, traverse la cuisine, avale son bol de céréales, court pour ne pas rater son bus, monte dans le bus, dans lequel sa meilleure amie l'attend, s'assoit à côté de sa meilleure amie, et là, sa meilleure amie lui apprend qu'il y a contrôle de maths. Et donc, elle va arriver devant l'école, waouh, elle restitue les céréales. 1 demi-heure plus tard, maman qui vient à peine d'arriver au travail, un coup de téléphone de l'infirmière, il faut venir chercher Sarah parce qu'elle fait une gastro. Ça, c'est une gastro-psychique. C'est-à-dire excès de tension, excès d'angoisse, qui fait que rien n'est digéré, tout est recraché avant même d'avoir été vu. Autre mécanisme du vomissement, les crises de boulimie, auxquelles se livrent un certain nombre de jeunes filles, qui les amènent à avoir des impulsions de se bourrer de nourriture par moment, puis de ne pas supporter d'avoir pris tout ça, et de se faire vomir pour éviter de prendre du poids. Car en même temps, elles veulent contrôler leur image, et elles veulent contrôler leur ligne. Et ça donne ce résultat suivant. Un jour, ma secrétaire me dit, il y a le boulanger près de la rue des Sablières, du centre Abadi, qui voudrait vous parler. En général, quand il y a un commerçant qui veut vous parler, c'est pour vous dire qu'il a des
problème avec son fils ou avec sa fille, qu'il faudrait que je puisse voir, etc. Donc je prends le téléphone et alors j'ai un monsieur qui me dit, écoutez, voilà, je suis le boulanger, j'ai un souci avec vos patients. Ah oui. Quoi? Il dit, écoutez, voilà, il y a des jeunes filles qui viennent chez vous, le matin, elles m'achètent des viennoiseries, mais le problème, c'est qu'elles s'empiffrent devant la boutique et ensuite elles se font vomir. Alors, le vomi devant la boutique du boulanger, c'est le moyen pour le commerce, quoi. Ce qui est vrai, hein. Et donc ça, c'est quand même des choses extrêmement étonnantes qui montrent, si vous voulez, que nos ados sont, avec autant comme ça de restitution, de rendu, nous disent sans doute quelque chose, nous disent, bon, nous, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous proposer que consommer, quoi. Parce que si vous n'avez que ça à nous proposer, ben voilà, nous on s'empifre, on boit, on fume, et puis ben, on vous rejette cette société que vous nous offrez, et dans laquelle on a l'impression d'ailleurs que vous n'allez pas nous donner beaucoup de place, parce que, en effet, enfin, ce matin je faisais un recrutement d'infirmières, j'ai vu une jeune femme de 23 ans qui pour l'instant est embauchée pour un CDD d'1 mois à l'hôpital. Et vous vous rendez compte de ça? Comment est-ce qu'on peut arriver à se projeter un avenir avec un CDD d'1 mois, quoi? Bon. Donc, vous voyez, il y a, y compris chez les ados qui ne vont pas forcément très mal, aussi une certaine désespérance d'un monde dans lequel on n'a pas beaucoup de place à leur offrir et où on ne les traite pas comme on devrait les traiter, c'est-à-dire comme des acteurs par entière, et pas seulement des consommateurs. Ça ne suffit pas de leur donner des trucs, et ça suffit encore moins de leur donner des trucs qu'ils n'ont même pas encore demandé. Vous savez que les gens le disent, les magasins de jouets, là pour Noël, vous allez avoir des enfants qui vont davantage jouer avec les emballages qu'avec les jouets. Tellement ils vont en avoir. Il y a des jouets qui ne sont pas ouverts, qui vont rester dans leur boîte d'origine. Enfin, c'est invraisemblable, si vous voulez, cette débauche comme ça de consommation. Et ça concerne 85% des ados, et il y a 15% d'ados, c'est-à-dire quand même un ado sur 7 garçons comme filles, qui vont, eux, en plus, avoir des raisons supplémentaires à augmenter les écarts de conduite. Ils ne vont pas se contenter de faire des écarts, eux, ils vont faire le grand écart. Et comme on danse, quand on fait trop le grand écart, on prend le risque de se déchirer. Et ça va, en effet, concerner les ados qui vont mal, qui ont des raisons personnelles à aller mal, qui vont avoir envie d'utiliser tous ces produits de consommation pour se déchirer, se couper, s'enivrer, se fracasser. Vous voyez, tous les synonymes de la rupture sont bons à prendre. De toutes les manières possibles. Ils vont se casser par la fugue. Ils vont se couper en se faisant des stérifications. Ils vont se couper de la réalité en restant toute la nuit dans des jeux vidéo, dans des chats sur Internet, en ne voulant plus être dans la vraie vie. Ils vont se déchirer à l'alcool, au cannabis ou à d'autres drogues. Donc vous voyez tous les synonymes de la fracture, de la coupure, de la cassure viennent signifier que ces jeunes gens-là ont des raisons supplémentaires de tout faire pour ne plus penser, pour ne plus souffrir, pour ne plus être confronté à la réalité. Quel genre de problème ont ces jeunes gens? Bien sûr qu'il y en a qui souffrent de maladies mentales, mais ce n'est pas la majorité de ces 15%. Il y en a. Ils ont la schizophrénie, est une terrible maladie qui, malheureusement, on ne sait pas encore pourquoi, se déclare à l'âge de 15 ans, comme le diabète.
probablement une origine neurobiologique, mais on ne sait pas exactement laquelle, comme l'autisme. Vous voyez, c'est des troubles qui restent encore très, très méconnus au niveau des mécanismes, mais qui en tout cas ne relèvent pas du système éducatif. Il faut arrêter d'accabler les parents sur l'air de vous êtes responsable du mal-être de votre enfant. Vous voyez, il ne s'agit pas du tout de ça. Il y a donc la schizophrénie, des formes d'autisme, des troubles de la dépression, qui constituent un certain nombre donc de causes de grand mal-être à l'adolescence. Mais il y a aussi tout à fait autre chose, comme par exemple le fait d'avoir été adopté et à l'adolescence d'avoir le GPS écartelé, le GPS identitaire, qui n'arrête pas de vibrer à l'adolescence autour de d'où je viens, qui je suis, où je vais. Si l'un des trois piliers n'est pas sûr, d'où je viens, ça met le GPS en vrille. Et donc, les ados adoptés ont généralement une adolescence plus tumultueuse que la moyenne, et plus les parents adoptifs auront du mal à l'accepter, plus les crispations entre l'enfant et ses parents seront importantes, et malheureusement source de grandes souffrances pour les uns comme pour les autres. C'est très cruel. Il faut savoir que, en effet, n'importe quel ado peut dire « mais je ne sais même pas si c'était ma mère ». N'importe quel ado peut dire ça. On l'a peut-être tous dit un jour à notre mère. Mais quand c'est vrai, ça prend une autre tonalité. Et donc, l'enfance adoptée mérite d'abord peut-être qu'on la prépare, qu'on prépare le temps de l'adolescence et qu'on aide les parents adoptifs à savoir qu'il va y avoir une tempête un peu plus forte que dans la catégorie des origines, il y a tous les secrets de famille. Les secrets, les non-dits, ton père n'est pas ton père, etc. Tout ce qu'on ne sait pas sur ses origines, tout ce qui a été caché, et qu'en réalité, la boîte noire du cerveau a quand même enregistré. Ça, c'est aussi des choses qui mettent l'adolescence en vibration et qui peut l'amener à avoir envie de se casser, de plus penser. Ça peut être aussi des parents qui étaient eux-mêmes des adolescents en vibration, qui ont pu se calmer au début de l'âge adulte et qui vont se remettre en flamme au moment des 40e rugissants. 40e rugissant, c'est quand le couple commence à vibrer, quand il commence à y avoir des problèmes dans le couple, des infidélités, des trucs qui font des tensions et qui vont amener donc une ambiance familiale très chaotique que l'enfant va toujours ressentir comme s'il en était responsable quelque part. Et du coup, pour s'extraire de ça, il va se défoncer. Et ça, c'est terrible. Un peu comme s'il voulait convoquer ses deux parents, vous voyez ? Un peu comme ça. Là, il y a des choses terribles qu'on voit, c'est que les parents ne se rendent pas compte, ils sont pris par leur conflit, ils sont en pleine procédure de divorce, ils se déchirent, ils s'entre-déchirent, la garde des enfants, etc. Ils ne sont pas d'accord sur rien, etc. Et l'enfant, pour les mettre d'accord, en quelque sorte, vous voyez, à sa façon, va faire un coma éthylique le week-end pour que les parents soient convoqués à son chevet, en quelque sorte, et du coup réunis. Donc il faut avoir en tête, quand on est parent d'ado, que quand on est en mesure de traduire les comportements de l'ado par des équivalents de mots comme cassure, déchirure, rupture, coupure, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que la simple crise d'adolescence. On est à ce moment-là dans l'adolescence intérieure.
Et il faut avoir le courage de l'accepter et accepter aussi de ne pas s'en sentir directement coupable. La plupart des parents ne sont pas coupables du mal-être de leur enfant. Ils sont impliqués dedans. C'est évident que quand on bataille contre son conjoint, on offre à son enfant un spectacle assez désolant de la parentalité. Mais c'est pas ça qui n'est pas absorbé par les enfants, voyez-vous. C'est pas la désunion qui est délétère pour les ados. La désunion des parents fait souffrir les enfants, comme les parents, d'ailleurs, tout le monde souffre dans une désunion. Mais c'est pas forcément délétère. Ce qui est le plus délétère, c'est de contester la place de l'autre. C'est-à-dire que le pire pour un enfant, c'est d'avoir des parents qui ne se reconnaissent plus la dignité, l'autorité, le respect l'un par rapport à l'autre. Alors qu'il n'y a jamais d'ex-parent. On n'a pas d'ex-père, ni d'ex-mère. On a le droit de se désaimer, on a le droit de se désunir, on n'a pas le droit de faire comme si on pouvait plus, on effaçait en quelque sorte le fait d'avoir fait un enfant ensemble. Parce que cet effacement-là amène inéluctablement l'ado lui-même à dire ben, je suis de trop, et ben je saute par la fenêtre alors. Voyez-vous? Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est ça le pire qu'on peut faire à un enfant. C'est pas de se fâcher avec son conjoint, c'est de plus le respecter. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors il y a dans ce degré-là qui est très fort, mais il y a l'autre degré qui est de toujours contester la part comme si l'enfant était un gâteau qu'on se partage. Alors, il y a des parents qui chronomètrent, quoi. Garde alternée, alors tu l'as eu 48 heures et 32 minutes. Donc il me reste 32 minutes à prendre pour le prochain. Et l'autre qui répond, oui, mais il y avait des embouteillages pour arriver à Pau-d'Ensac. Non mais vous voyez, c'est pas possible. Quand on a ce genre de relation-là, eh bien, le dialogue est rompu, mais plus que ça. Le dialogue n'est pas seulement rompu, il y a là une plaie parentale qui va embarrasser l'ado et qui va l'amener à réagir par rapport à ça. Et éventuellement, sans même le vouloir, à aggraver encore la blessure. Car évidemment, il ne va pas être le dernier, l'ado, pour dire à l'autre parent, ah ouais, mais 32 minutes de trop, mais au moins lui, il m'a donné 300 €. Vous voyez? Et donc, toutes ces menaces-là, toutes ces contestations sont extrêmement délétères. Il faut avoir en tête que les humains, grands ou petits, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'être reconnus en tant qu'eux-mêmes, d'avoir un sentiment d'identité personnelle, et d'avoir un territoire d'évolution, un espace d'évolution qui puisse être proposé par des parents et des adultes assez bienveillants qui essaient d'offrir un cadre d'évolution tolérable dans lequel ils ne mettent pas eux-mêmes leurs propres obstacles. Trop de parents ne se rendent pas compte qu'à l'intérieur de l'espace d'évolution qu'ils donnent à leur enfant, ils mettent leurs propres catastrophes, leurs pneus crevés, leur lave-vaisselle cassée, au sens propre comme au sens figuré. Et ça crée des obstacles dans le parcours de l'ado qui est extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? On s'en rend compte en parlant avec d'autres parents. Et les groupes de parents ont de ce point de vue-là un effet particulièrement important et efficace. Et je sais que dans votre communauté de communes,
il y a des projets et des réalités qui sont de cet ordre-là, et je félicite les personnes qui sont à l'initiative de ces actions, parce que vraiment, ça c'est très important. Si vous saviez comment le groupe de parents du Centre Abadie parvient à mouliner les choses, c'est incroyable. Je vous donne un exemple. On a en général 12 à 15 parents par groupe. Parmi les 12 à 15 parents, il y a au maximum 4 à 5 messieurs. On n'a jamais dépassé 5, je crois, papa en même temps. Et on démarre le groupe en disant, c'est le groupe de parole du mardi, chacun va se présenter, dire pourquoi il est venu, comment se présente son ado, et quel âge il a, et quel genre de problème il rencontre. Alors, et là on parle comme ça. Arrive un papa qui dit bonjour, alors je suis le père de Jérémy, 16 ans. Malgré le fil de fer barbelé que j'ai installé à sa fenêtre, il continue à faire le mur. Vous avez le visage des autres parents. Ils sont comme ça. Et là, il y a un autre papa, à l'autre bout, qui lève la main. Monsieur, je voudrais demander à monsieur, vous mettez du 12 ou du 16 ? Et voilà que, grâce à cette intervention à côté de la plaque, mais qui montre bien que ces deux papas bricoleurs qui vont peut-être bien s'entendre pour parler de matériel divers et variés, ça fait rire les autres parents, les mamans, mais il y a toujours une maman qui va dire, qui va amortir le coup, qui va dire ah ben oui, ça nous fait rire, parce que, mais on comprend bien, parce qu'ils nous rendent cinglés aussi à force de faire des bêtises, on fait n'importe quoi. Et le fait qu'une maman dise ça, et pas le psy justement, c'est très important, parce que ça pacifie, si vous voulez. Et alors le papa va dire ah bon, ouais, ben c'est vrai, peut-être j'ai tort, et là il y a une autre maman qui va dire vous savez, oui, parce que quand même, le fil de fer barbelé, c'est pas très cool, quoi. Ça fait penser plutôt à un camp, vous voyez, un petit peu de concentration, vous voyez. Et il va y avoir une discussion, et il est certain que ce papa-là repartira avec, quand même, un éclairage sur sa position. Alors qu'il n'aurait jamais pu dire ça au psy. Moi, j'ai jamais eu un papa qui vient me dire, vous savez, voilà, je mets du fil de fer barbelé. Jamais. Et je serais très ennuyé d'ailleurs s'il disait ça. Comment je réagirais? Je mettais du 14.